Alors du coup, peut-être, bon, on va peut-être récupérer un petit peu vos instants à chaud sur ce que vous avez ressenti, ou alors est-ce que tu veux peut-être éclairer certains points qui te paraissent importants par rapport à la véritable histoire, parce que comme je le disais au début, c'est un film issu d'une histoire vraie, donc il raconte l'histoire de Med Jabel. Et c'est une histoire très rare en fait parmi toutes les victimes qui ont été exposées à l'ETA, parce qu'il y a eu plus de 600 terroristes dans cette association, il me semble, et plus que ça encore, et il y en a qu'une vingtaine seulement qui se sont repentis, donc c'est vraiment un cas à part, et ça je tenais à le dire. Donc peut-être que voilà, par rapport à ça on peut commencer à contextualiser. Moi j'ai pas compris, ils étaient combien dans l'organisation ETA engagés comme... J'ai pas le nombre exact, mais à peu près 800, 1000. 800. En fait, comme ça a commencé en 1959, il y en a sûrement qui ont été présents au tout début et qui se sont retirés à la fin, donc c'est assez dur de compter, je me renseignerai, mais là comme ça j'ai pas le chiffre exact. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux et il y a eu très peu de repentis, comme vous avez pu le voir dans le film, c'était une situation très très rare. Oui, oui, il y a en effet plusieurs générations en fait, d'Etara qui se sont succédés. Etara, donc membre de TA. Alors, moi je l'ai vu, ça fait la deuxième fois là, que je vois le film en très peu de temps. Je vous confirme que l'émotion est toujours la même, même après une deuxième vision. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est de constater quand même que le film est quand même très riche. Il y a différents environnements, il y a différentes perspectives, il y a différents personnages, il y a différents cas de conscience. C'est pour ça que c'est un film où il y a beaucoup de choses en fait, on peut puiser beaucoup de choses dedans, qui mérite d'ailleurs plusieurs visions. Pour contextualiser un petit peu, je dirais faire un petit préambule rapide concernant l'organisation terroriste ETA. C'est une organisation, alors c'est très bien suggéré dans le film à plusieurs reprises, qui a entrepris, si vous voulez, de quadriller vraiment la société civile basque. On le voit dans le film, il y a des plans, on voit des graffitis sur des murs, on voit effectivement des indications, en fait des cibles qui sont désignées, donc des menaces qui sont désignées. Alors ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ETA a vraiment désigné publiquement un certain nombre de cibles, donc menacé de mort un certain nombre de personnes. Ça passe par effectivement des graffitis, des tags, des inscriptions sur des magasins. Et c'est la raison pour laquelle, alors ça n'est pas dit dans le film, parce que le film évidemment ne va pas être exhaustif sur le sujet, c'est pas une thèse d'histoire, mais il faut savoir qu'il y a le nombre de à peu près 850 personnes tuées par ETA. Ce chiffre d'ailleurs est rappelé à un moment donné dans les dialogues, donc ça c'est une petite information qui est donnée. Mais à côté des assassinats, il y a évidemment des milliers de blessés, il y a évidemment quantité de personnes traumatisées. Et vous avez aussi un phénomène qui est un peu ces exilés de l'intérieur. C'est-à-dire que le harcèlement de TA concernant, je dirais, un certain nombre de personnes, d'entreprises, également des partis politiques, le Parti socialiste espagnol auquel appartenait la victime a payé par exemple un lourd tribut à ETA, a conduit quand même, alors il y a des études universitaires qui commencent quand même à sortir depuis quelques années. Donc le nombre n'est pas encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait un nombre vraiment précis, définitif, mais pour vous donner comme un ordre de grandeur, je crois que c'est entre 100 000, voire 200 000 Espagnols qui, au cours de ces décennies, ont été contraintes de s'exiler dans leur propre pays, c'est-à-dire de changer de vie, de changer de région, de changer de ville, de changer de travail, parce qu'ils étaient menacés de mort par ETA. Et autre chose qui est très bien dit d'ailleurs, rappelé dans le film, ETA, comme beaucoup d'organisations terroristes de l'époque, évidemment, doit gérer, je dirais, une dimension évidemment politique. Il s'agit encore une fois de faire peur à la société, d'envoyer un certain nombre de messages, c'est-à-dire que les victimes sont des outils en fait qu'on utilise pour frapper la société, pour la terroriser. Et donc dans le cas de ce monsieur, dont on suit l'histoire, c'est très bien dit par un des personnages. Les États arabes évidemment remarqué que la victime n'avait pas de garde du corps, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de résistance potentielle à s'opposer à ce qu'on s'en prenne à elle. Et donc en effet, c'est une victime qui a été identifiée comme étant facile, entre guillemets, sur un plan opérationnel, et donc elle a été ciblée. C'est assez terrible, mais ça fait aussi partie, si vous voulez, des élaborations, je dirais, au sein d'une organisation terroriste, c'est-à-dire de choisir des gens à éliminer, parce qu'on pense que ça peut appuyer à la fois la force, la capacité également de terroriser la société et puis d'envoyer des messages forts aux autorités et en même temps de choisir des cibles
qui présentent, je dirais, le moins de risques. Donc vous voyez, vous avez ce mélange un petit peu à la fois de stratégie de terreur, puisque ETA était une vraie entreprise de terreur. Par ailleurs, moi j'ai pu assister dans les années 2010, donc après la soi-disant proclamation, le communiqué qu'on voit dans le film. D'ailleurs, pour moi, c'est l'aspect le plus problématique du film, et j'en parlerai. J'ai pu assister donc à des audiences au Palais de justice de Paris concernant des procès visant des chefs militaires d'ETA, donc jugés, condamnés en France par la justice française. Procès d'ailleurs dont on parlait très peu, qui n'intéressait pas grand monde, il faut bien le dire. Et j'ai quand même vu le comportement donc, de ces individus, hommes, femmes, il y avait des hommes et des femmes, qui étaient totalement, si vous voulez, qui ne collaboraient absolument pas avec la justice, qui ne reconnaissaient pas la légitimité donc, de l'état de droit, des institutions démocratiques, qui disaient « je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire ». Voilà, donc on n'était pas du tout, effectivement, dans ce qu'on voit dans le film par rapport à ce petit groupe de personnages, c'est-à-dire un peu cette repentance, cette remise en question, cette empathie également avec les victimes qu'on voit, qui est très émouvante. Il y a énormément d'émotions dans le film. Moi-même, je vous dis, c'est la deuxième fois que je le vois, j'étais encore pris. Pour autant, c'est ce que tu as dit, ça ne reflète pas vraiment, franchement pas, si vous voulez, l'état d'esprit de la grande majorité des personnes qui sont à la fois, qui étaient membres de TA, mais également de leurs proches, je dirais même de leur cercle de sympathisants. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, une grande partie de ce qui reste comme ressources de TA est consacrée à, si vous voulez, obtenir un certain nombre d'aménagements pour, on va dire, les conditions de détention des détenus de TA. Donc c'est vrai que ETA fait un gros travail, je dirais, de lobbying, on peut dire ça comme ça, notamment auprès des territoires en France où il y a des prisonniers basques, et également en Espagne. Et c'est vrai qu'il faut aussi comprendre que si les prisonniers basques ont été un peu disséminés dans différents établissements, c'était aussi parce qu'ils constituaient au sein même des établissements, si vous voulez, une forme de... comment dire, ils instituaient un rapport de force avec les institutions pénitentiaires et c'était des prisonniers qui n'étaient pas évidents à gérer, puisque eux-mêmes se positionnaient parfois comme médiateurs, c'est-à-dire comme, on va dire, référents un peu incontournables. Donc de l'aveu même de professionnels pénitentiaires avec qui j'ai pu discuter, ils m'ont dit effectivement, les prisonniers basques, c'est pas évident. Ils ont cette intelligence, si vous voulez, ce sens de l'organisation, qui fait qu'il faut un peu composer avec eux. Donc ça explique aussi un peu cette politique qui a été fortement évidemment décriée par les comités de défense des prisonniers basques, mais il y a une explication aussi derrière. Mais je préfère, parce que je pourrais encore parler très très longtemps sur plein de choses, mais peut-être vous écoutez vous, surtout comment vous avez ressenti le film, et peut-être aussi les questions que ça a pu susciter en vous. Juste par curiosité, au cas où vous connaissez cette information, dans le film, on ne voit strictement rien de la traque des assassins et comment la police arrive à eux. Est-ce que vous savez, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, comment cela, justement, la police est remontée à eux sur dénonciation ou c'est la qualité de l'enquête qui les a amenés voilà. Mais bon, c'est une question plus curieuse qu'autre chose. Alors, effectivement, dans le film, il y a des partis pris dramaturgiques, ce qui est normal, puisque c'est une fiction cinématographique, certes inspirée d'une histoire authentique, mais ça reste une fiction, donc il y a des aménagements dans le récit, il y a des simplifications, mais encore une fois, c'est tout à fait normal. D'accord, mais la question, c'est par rapport au fait que c'est tiré d'une histoire vraie, oui. Donc elle est documentée, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous avoue, je n'ai pas étudié les étapes de la traque policière. Je peux quand même juste vous donner un chiffre, enfin pas un chiffre, une information qui est importante dans l'histoire de TA. En fait, il y a une année où ETA, si vous voulez, disons que le rapport de force sécuritaire et policier avec l'État espagnol commence à basculer. Cette année, c'est 1992. Il y a clairement, si vous voulez, un avant et un après 1992 dans l'histoire d'organisation. Donc quand, en 2000, ils commettent cet assassinat, juste après la fin d'une trêve qui avait été proclamée par ETA, vous savez, ces fameuses trêves, on est toujours dans ce rapport de force constant avec l'État, finalement, ETA commence déjà à faiblir. Et il est vrai que, et donc, votre question va me permettre finalement d'aborder un point que je voulais aborder, c'est-à-dire que lorsqu'en 2011... C'est parce que je sais que, pour oui, bien sûr, me rappeler de choses, que certains ont été donc dénoncés aussi, il ne faut pas se le cacher, ou des histoires de rivalité, etc.
Alors, en effet, dans la mouvance nationaliste basque, il n'y a pas que ETA, il y a d'autres organisations, des organisations légales, des organisations illégales, puisque ETA n'était pas le seul groupe armé à frapper le sol espagnol. Il y avait également des groupes parapoliciers. Alors, le GAL a été évoqué très rapidement. Le GAL, ce sont des milices parapolicières qui ont été montées par, à l'époque, je dirais évidemment de manière totalement illégale, et un peu en sous-main par, je ne sais plus, je crois que c'était le ministre de l'Intérieur espagnol de l'époque, je crois en 82, bon, il y a eu un gros scandale d'État, ça a été révélé, on a su que ces fameuses milices parapolicières, donc appelées les GAL comme c'était groupe anti-libération terroriste, je crois, quelque chose comme ça, que les GAL frappaient d'abord pour l'essentiel sur le sol français, donc c'était vraiment évidemment totalement illégal. Ils ont commis à peu près une trentaine d'assassinats, pratiquement tous sur le sol français. Certes, dedans, des États ont bien été pris pour cible et assassinés, puis aussi des individus qui étaient là malheureusement pour eux. Évidemment, toute illégalité. Donc ça montre aussi que dans la lutte antiterroriste, parfois on peut être une démocratie et évidemment commettre des choses inacceptables. Cela a été évidemment circonscrit dans le temps. Les victimes des GAL ont été reconnues elles aussi comme étant victimes du terrorisme au sens large. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que, alors, dans le film, voilà, donc je reviens à ce que je voulais dire par rapport à 2011. Cette année 2011, où dans la dramaturgie du film, pour moi, il y a un procédé qui est un peu malhonnête. En gros, il y a ce long entretien en tête-à-tête avec Maïchabel et Aibon, le terroriste, donc joué par Louis Tozar, qui est très fort, très émouvant, on est vraiment avec eux. Dans la réalité, vous l'imaginez, tout ce que lâche le personnage de Louis Tozar, ça se fait sur plusieurs séances. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un entretien, au bout d'une heure, ça y est, hop, je vais te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Non. Ça, ce qu'on voit dans le film, ça n'est pas nommé non plus, c'est de la justice restaurative. Ça s'appelle comme ça. C'est quelque chose qui a été théorisé notamment au Canada, qui existe en France aussi, dont on ne parle pas beaucoup. Seuls les professionnels pénitentiaires s'intéressent à ce sujet. Maintenant, dans le cas du terrorisme, je sais qu'il y a des tentatives de justice restaurative qui ont été accomplies, notamment en Italie, avec des victimes du terrorisme des années 70 et des anciens terroristes. Je n'ai pas étudié vraiment la question, mais je connais certains de ces intervenants, donc certaines des victimes, et visiblement, il semble que les résultats aient été un peu mitigés, mais ce serait également à creuser. Un livre est sorti d'ailleurs en Italie à ce sujet, bien sûr, pas en France. Donc dans le cas du terrorisme, la justice restaurative, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est pour ça que cette histoire-là, elle est effectivement, je pense, un peu exceptionnelle, très clairement. Elle est un peu hors norme. D'ailleurs, le titre du film, c'est le prénom de cette femme. Donc on met vraiment la femme en avant. Le distributeur français a choisi un titre qui effectivement résume un peu le destin de certains des personnages, mais qui est finalement peut-être un peu biaisé. Parce que les repentis, on pourrait se dire, bah oui, finalement, les États sont des repentis, puis voilà, quoi, ils se repentissent et puis c'est tout. En fait, non. Là, on a vraiment des histoires individuelles très précises qui ne reflètent pas, ça a été dit, véritablement le positionnement de l'organisation. Et donc, là où je trouve le film un peu malhonnête, mais c'est pas gravissime, c'est juste, je pense, une simplification dramaturgique, c'est après cette séquence-là, on a le communiqué d'ETA qui est rendu public, donc on se dit, ah ben ça y est, grâce à elle, enfin ETA baisse les armes. Voilà. En gros, et ça c'est manipulateur et c'est pas très honnête. Parce justement, qu'est-ce qui s'est passé à la place, enfin à la fin de l'ETA? Si c'est vraiment la fin, parce qu'au final c'est très très récent quand même. Alors justement, en fait, il y a eu effectivement ce premier communiqué émis en 2011 qui a été totalement désavoué par les autorités espagnoles. Pourquoi? Parce que d'abord, avec une organisation terroriste, on est toujours, quoi qu'on en dise, dans un rapport de force. Donc ETA, effectivement, je dirais, tend une perche, l'État espagnol dit « Ah oui, mais ok, on note, mais ça ne suffit pas. On veut des preuves, on veut des engagements, et surtout, vous donnez toutes les armes. » Alors je crois que c'était en 2013-2014, ETA a consenti à faire une espèce de conférence de presse, comme ça, en montrant quatre pauvres fusils, 3 pistolets, en disant « Ah, vous voyez, regardez, ça y est, c'est acté, on dépose les armes. » Sachant que les experts, évidemment, les autorités espagnoles et françaises savent très bien qu'il existait encore tout un tas de caches d'armes, notamment d'explosifs, qui étaient disséminés à droite et à gauche. Donc, clairement, ETA ne livrait pas, si vous voulez, toutes ses ressources, mais, on va dire, a tendu encore une autre perche à l'État espagnol. Donc, vous voyez, pendant toutes les années 2010 à peu près, jusqu'à pratiquement la fin de la décennie 2010, il y a eu comme ça, vous voyez, ce rapport de force continuel où ETA tendait des petites perches, puis l'État espagnol disait non, non, ça ne nous suffit pas. Et franchement, je pense à juste titre. Maintenant, en dehors de ça, pourquoi ETA a déposé les armes en 2011? C'est pas parce qu'il y a eu l'action de cette dame très courageuse, même si peut-être que ça a contribué à, je dirais, une prise de conscience.
c'est que tout d'abord, la société espagnole, et y compris l'opinion basque, a dit basta, quoi. On ne veut plus de ça, on ne veut plus du terrorisme. C'est-à-dire que des idées nationalistes, révolutionnaires d'ETA, qui un temps peut-être pouvaient susciter la sympathie, pouvaient susciter effectivement, pourquoi pas, même un certain attrait, n'avaient plus cours, étaient totalement délégitimés. Pourquoi? Parce que ETA, en fait, n'a fait qu'une stratégie de la surenchère de la violence, sans atteindre, sans finalement améliorer rien pour la société basque. Et les Basques s'en sont rendus compte, à tel point qu'il y a des mouvances qui étaient plutôt proches d'ETA qui petit à petit se sont éloignées, pour effectivement, finalement, tout simplement devenir des forces politiques légales, c'est-à-dire ne pas évidemment succomber à l'illégalisme d'ETA. Donc, quand en 2011 il y a cette proclamation, en fait, ETA est déjà à l'agonie, très clairement. C'est-à-dire que les chefs militaires, je dirais, les vrais stratèges d'ETA, ceux qui étaient vraiment les plus, si vous voulez, les plus endoctrinés, les plus structurés, y compris sur un plan tactique, stratégique, étaient quasiment tous incarcérés. Donc, une nouvelle génération, je dirais, de chefs militaires en charge notamment de toutes les opérations, tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est politique, propagande, etc., c'était des gens évidemment moins matures, plus impulsifs et donc moins performatifs. Donc forcément, déjà, on a une organisation qui est déjà de moins en moins efficace sur un plan opérationnel, qui subit effectivement également les effets d'une collaboration qui fonctionne bien entre la France et l'Espagne, parce qu'au début des années 80, ce n'était pas du tout le cas. La France avait un regard un peu ambigu sur ETA, c'est-à-dire que ETA utilisait le Pays basque français comme base arrière pour se replier, pour ne pas dire fêter bruyamment et quasiment comme ça, ouvertement, les attentats qu'ils venaient de commettre de l'autre côté de la frontière. Il est vrai que les autorités espagnoles ne supportaient plus cela, et la France, c'est vrai, avait cette attitude consistant à dire finalement, ETA, c'est une organisation qui est née à la fin des années 50, pour lutter contre le franquisme. Alors peut-être qu'ils vont un peu trop loin, peut-être qu'effectivement ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais en même temps à la base c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que tant que finalement ils ne déstabilisent pas la société française et qu'ils ne frappent pas le sol français, nous à la limite c'est pas trop notre problème, on ne va pas s'ingérer là-dedans. Et la seule fois à la fin des années 70 où les autorités françaises ont remis des États rares aux autorités espagnoles, il y a eu une campagne d'une trentaine d'attentats pour bien dire aux autorités françaises, attention, si vous continuez, si vous commencez à collaborer avec l'ennemi, on va vous frapper. Donc vous voyez, il y a tout ce contexte-là aussi qu'il faut comprendre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu un certain nombre de procès dans les années 2010 sur le sol français. Ça concerne notamment l'assassinat de gardes civils espagnols en France, qui ont été reconnus malheureusement dans une cafétéria, donc ils ont été exécutés sur un parking. Ça vous montre aussi l'impulsivité des États de l'époque, qui tirent avant de réfléchir. Et puis également le meurtre d'un brigadier chef en Seine-et-Marne, donc Jean-Serge Guérin, en 2009 ou 2010. En tout cas, finalement, très peu de temps avant. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, ça s'est fait par à-coup, par palier. Vous voyez, ça s'est pas fait comme ça. Alors que dans le film, on a vraiment l'impression que ça y est, tout d'un coup, on est libéré, ça y est, ETA, c'est fini. Voilà, c'est là où le film, je trouve, est un peu malhonnête. Bon, après, c'est pas, je pense qu'il n'y a pas l'intention de tromper. Je crois que ce film, ce qu'exprime surtout ce film, c'est ce besoin un peu de réconciliation, c'est-à-dire de tourner la page du terrorisme. C'est la raison pour laquelle la scène où Luis Tosar arrive et finalement, d'une certaine manière, fait corps avec les victimes. C'est évidemment une violence, d'une certaine façon, infligée à certaines victimes, c'est très clair, mais symboliquement, c'est une charge très forte. Pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les idées à la base d'ETA n'existent plus, c'est-à-dire que les États, leurs proches, leurs familles considèrent que tout ce que l'organisation a fait, pour lesquels leurs proches ont été condamnés quand même à des peines conséquentes de prison, est-ce que tout ça, finalement, ça ne valait rien, ça ne valait pas la peine? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Ben justement, ce que vous dites là, et en vous écoutant et toutes les informations que je reçois aujourd'hui, ça me fait penser à un parallèle où je vois une vraie différence. Je me posais la question de savoir si une partie du peuple basque continue à s'intéresser à ces idées et avoir des motivations pour le futur par rapport à, entre guillemets, cette idéologie. Mais vous avez bien insisté sur le fait que, en fait, l'action de l'ETA était purement guerrière, on va dire. Elle n'était pas réellement accompagnée politiquement. Et je fais le parallèle avec l'IRA, qui lui a créé le Sinn Féin bien avant bon, j'ai toujours entendu dire que c'était la branche politique de l'IRA. L'IRA s'est arrêté. Bon, on peut comparer un peu les deux histoires, même si elles sont différentes. Mais derrière, il y a eu une prolongation politique. Il y a eu les fameux accords de 98 qui font qu'en Irlande du Nord, pour la première fois,
on s'écoute un peu, on essaye de gérer le pays ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va durer ad vitam aeternam. Mais enfin, il y a eu une prolongation politique, apparemment, au-delà de l'État, des actions de l'ETA pendant plus de 50 ans. Politiquement, il n'y a rien de véritablement nouveau intervenu dans des décisions du quotidien de la vie du peuple basque. Côté espagnol, puisque on parle là beaucoup des Basques espagnols, évidemment, pas des Basques français. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas, si vous voulez, de Théa, on a effectivement, avant même le franquisme, on a cette matrice, si vous voulez, quasiment culturelle. C'est-à-dire que dans la culture basque, on va dire, qu'on soit terroriste ou pas, hein, je mets ça de côté, il y a quand même toujours cette idée très forte qui finalement réunit quelque part la communauté basque. C'est-à-dire qu'il y a un communautarisme inscrit dans la culture basque qui est extrêmement fort, au point même que certains historiens, certains experts parlent même quasiment de tribalisme. Et on le voit un petit peu, c'est-à-dire que finalement, dans la culture basque, on peut quasiment tout faire, finalement, même si on risque sa vie, c'est moins grave, si vous voulez, que d'être désavoué par sa propre communauté. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on se déresponsabilise en tant qu'individu, et d'ailleurs ça a été dit, ce coup-ci c'est moi qui ai tiré, mais en fait, un coup c'est lui, un coup c'est lui, on tire à pile ou face. Vous voyez, il y a une forme de déresponsabilisation de la violence. Et ça, c'est le problème justement du tribalisme, du communautarisme, on va dire, exacerbé. Et donc, avant le franquisme, effectivement, il y a ce discours, entre guillemets, national, c'est-à-dire communautaire, qui imprègne vraiment, c'est pour ça qu'on parle de plusieurs générations, qui stipule très clairement que d'abord l'État espagnol est illégitime, que l'État espagnol occupe une terre qui n'est pas la sienne, et que donc l'État espagnol, en fait, est une puissance étrangère d'occupation. Et ça, c'est très, très ancré dans le monde rural basque, encore une fois, terroriste ou pas terroriste. Donc ça, c'est un héritage, si vous voulez, qui permet de comprendre aussi la radicalisation basque, la façon dont la radicalisation basque, finalement, s'est perpétuée génération après génération, transmise notamment, pas que, mais aussi par les maires, il ne faut pas croire, parce que parfois dans le terrorisme, on a une essentialisation, c'est-à-dire il y a les messieurs qui sont guerriers, puis il y a les dames qui sont gentilles, elles qui pacifient, etc. Vous savez, tous ces clichés. Dans le cas basque, comme dans d'autres cas, non, on a vraiment, si vous voulez, une transmission, un héritage culturel, idéologique. Et c'est vrai qu'en plus de ça, cet héritage, il a été d'autant plus légitime que lorsque, évidemment, on vit dans une société dirigée par le régime franquiste, forcément, on a une légitimité supérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ETA a tué des gens sous Franco, notamment ce fameux attentat contre le numéro 2 du régime, vous savez, l'opération Ogro, avec cette voiture piégée qui a explosé voilà, au-dessus d'un immeuble, hein, le film de Pontecorvo exactement. Mais finalement, ETA a assassiné assez peu de gens sous la dictature. Par contre, là où ETA s'est vraiment déchaîné, c'est contre la jeune démocratie espagnole, qui venait de sortir quand même de plusieurs décennies de franquisme, et qui en plus s'est libérée, parce qu'à l'époque, l'Espagne, c'est évidemment toute une culture underground tout d'un coup qui émerge, on le voit dans les premiers films d'Almodovar, mais c'est une scène musicale qui arrive d'un coup, enfin, on sent un bouillonnement artistique, créatif chez les Espagnols, qui enfin, voilà, peuvent respirer. Et bien eux, ETA, ce qu'ils font, c'est de dire non, notre ennemi, c'est l'État espagnol, c'est la démocratie espagnole. Et donc, dans ce contexte-là, tout comme d'ailleurs des groupes armés en Italie, notamment les Brigades Rouges et Prima Linea, pour reprendre les deux groupes les plus importants dans l'extrême gauche armée, leur objectif c'est quoi? C'est évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réformisme dans l'État démocratique. Donc tout homme politique qui est prêt justement à mettre en avant des avancées sociales, qui est prêt à effectivement à réformer l'État pour plus de justice sociale, devient le pire ennemi de ces groupes-là. Donc en fait dans leur stratégie c'est très clair. Moi ce qui m'a frappé quand j'étais à cette audience, je me rappelle d'un chef militaire de TA, un des plus connus, voilà, ils ont décrit les documents retrouvés sur lui, parce que pas de bol, il s'est fait arrêter, mais dans sa voiture il y avait tous les documents stratégiques de TA, c'est-à-dire les supports internes donnés aux États, aux commandos États, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut dire en cas d'arrestation, quels sont les éléments de langage qu'il faut maîtriser, enfin vous voyez, toute une stratégie, et tout est vraiment noir sur blanc, hein, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est structuré. Et dedans, vous aviez un vrai catalogue de la terreur. C'est-à-dire que vous aviez différentes options de cibles, notamment des trains à grande vitesse, notamment tel secteur d'entreprise. Et là, vous comprenez que ouais, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas juste des petits révolutionnaires comme ça qui se laissent un peu emporter par leur élan. Mais ce que je trouve intéressant là dans le film, par contre, c'est tout le parcours que Luis Tosar en fait
révèle. C'est-à-dire que quand il raconte un peu son pédigré, on comprend, et ce qu'il dit résume aussi la trajectoire de nombre de militants à l'époque, c'est que bah ouais, on commence à militer, on met un pied dans le truc, puis on y prend goût, puis on franchit une deuxième phase, et puis encore une troisième phase, et puis c'est soi-même, en fait, on est en demande. C'est-à-dire qu'on va voir l'organisation d'ETA, et on dit, on veut être avec vous, quoi, on veut y aller, quoi. Et ça, c'est très bien dit, c'est très bien montré. Une sorte de phénomène d'addiction. Ouais, on peut parler de ça, ouais, tout à fait. La radicalisation, ça fonctionne sous des ressorts addictifs. Et ça, je trouve que c'est très bien juste, c'est très bien expliqué. Il y a une question que je me pose, mais finalement, avec les explications que vous venez de donner dans les dernières minutes, je ne sais même plus si c'est une vraie question. Je me pose la question de savoir, puisque le TA a été fondé en 59, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en 58. Enfin, à la toute fin des années 50, c'est vrai que les années 50 et 60, sous le franquisme, c'était les décennies les plus rétrogrades du régime. Si ça n'était pas justement le régime franquiste, est-ce que, d'après vous, si vous le savez, l'ETA serait né à cette époque ou pas? Alors, pour ça, il faudrait, en fait, alors les historiens disent, je ne suis pas expert sur la question. Je me demande s'il n'y avait pas une répression toute particulière de l'État espagnol contre les Basques durant ces années-là. Voilà. Oui, après, ce n'était pas la seule association non plus. Non, mais je vais préciser, parce qu'effectivement, là, il y a un élément de contexte important. Alors, il est vrai que sous le régime franquiste, effectivement, il y avait une répression d'État qu'ils exerçaient contre, je dirais, toutes les minorités, les particularismes culturels, on va dire, de l'Espagne. C'est-à-dire que l'État espagnol, les franquistes, interdisait l'usage de la langue basque, l'enseignement de la langue basque, évidemment les drapeaux basques. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait historique, en effet. Il y avait cette répression-là. Mais indépendamment de cela, de toute façon, le nationalisme basque préexistait avant Franco. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette matrice culturelle dont je vous parlais. Donc effectivement, peut-être le régime franquiste a dû donner un coup de boost, si j'ose dire. Comme les Catalans, mais pour autant, ça oui, n'a pas pris exactement. la route. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le terrorisme, on ne peut pas effectivement établir juste un déterminisme, vous voyez, en disant « Ah, c'est parce que Franco était méchant, donc du coup ils se sont défendus ». Vous voyez, il y a un contexte effectivement qui a favorisé l'émergence de cette résistance armée, mais le nationalisme basque existait avant Franco, il avait d'ailleurs différentes formes, il y avait différentes forces en présence, et d'une certaine façon, l'émergence de TA est aussi peut-être le symptôme d'une forme de crise au sein de cette mouvance nationaliste basque. Est-ce qu'il y avait une relation entre l'ETA, puisque vous parlez d'avant Franco? Franco était, je ne me rappelle pas de tout, mais était à l'époque responsable en Espagne, à peu près en même temps qu'Hitler en Allemagne. Est-ce qu'il y avait une relation de prévision de ce genre d'organisation meurtrière en parallèle avec ce qu'Hitler faisait en Allemagne? Alors, ils ont peut-être pioché des idées aussi de l'autre côté. Alors, ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas historien sur ce point-là, mais il y a quand même quelque chose que j'ai lu qui m'a frappé. Et il semble que c'est assez récent. Il semble que ces dernières années, les historiens qui ont travaillé sur, effectivement, d'abord la guerre d'Espagne, et surtout sur en fait, l'instauration donc, du régime autoritaire de Franco, ont démontré, semble-t-il, avec des documents, donc des éléments concrets, qu'il y avait bien, dans le régime franquiste, des velléités génocidaires. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, des velléités génocidaires. C'est vrai que la guerre d'Espagne, je ne me souviens plus du nombre de morts, mais c'est quand même assez conséquent. Évidemment, c'est un traumatisme voilà, qui reste. Mais en effet, de toute façon, j'ai envie de vous dire, alors, j'aime pas les parallèles faciles, donc je ne vais pas vous dire Franco, Hitler, c'est pareil, etc. Mussolini, c'est la même chose. Il y a des spécificités, des particularismes en fait, propres, par exemple, au régime de Mussolini. On ne peut pas tout mélanger. Par contre, en effet, le régime franquiste, il y avait très clairement, en tout cas sur un plan, je dirais, doctrinal, des velléités génocidaires, effectivement. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout, je crois. C'est ce que disent les historiens. Ça n'empêche pas le grand nombre de morts et de victimes et de gens, on est bien d'accord. Est-ce que de nos jours, la philosophie de l'État, de l'ETA plutôt, a un peu disparu dans le paysage basque espagnol? Est-ce que ça fait partie de l'histoire ou est-ce que ça continue de vivre d'une manière ou d'une autre? Je pense qu'on est dans une période un peu de transition. C'est-à-dire que
En effet, sur un plan militaire opérationnel, je pense que Théa appartient au passé, c'est clair. Mais les idées, effectivement. La mentalité de la culture du peuple basque. Alors, oui, comme les Catalans sont Catalans avant d'être espagnols. il y a eu quand même, je pense, parce que pareil, on ne parle pas de tous les Basques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la population basque, il y a pu avoir à un moment donné, très clairement, plus de sympathie vers les idées revendiquées par Théa qu'aujourd'hui. Je crois qu'une des raisons de la défaite également de Théa, c'est avant tout, d'abord, je n'ai pas eu le temps d'en parler encore, mais c'est le statut accordé aux victimes du terrorisme en Espagne. Dans les années 2000, alors c'est évoqué, mais très rapidement dans le film. C'est évoqué comme ça parce que, en fait, je fais juste une parenthèse, c'est que les associations de victimes du terrorisme en Espagne sont des acteurs de la société civile très importants. C'est-à-dire que, je le sais, parce que quand en France je travaillais sur cette question-là, le modèle c'était les Espagnols. C'est-à-dire que lorsque le président Macron vote un décret autorisant l'octroi des victimes du terrorisme, vous savez, cette fameuse médaille de reconnaissance, ça c'est une distinction qui vient en fait tout simplement de l'Espagne. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Espagne qui est le premier pays, la première nation, à avoir accordé aux victimes un statut honorifique. Alors non pas, contrairement à ce que parfois j'ai pu entendre, non pas pour les flatter, non pas pour mettre de côté le monde combattant, pas du tout. C'est pour, d'une certaine manière, envoyer un message finalement subtil aux terroristes. C'est-à-dire, c'est une façon de dire aux terroristes, vous voulez briser le corps social, donc vous en prenez à des individus. Bah nous, ces individus que vous avez essayé de briser, on va les honorer au contraire. On va montrer que, d'une certaine façon, leur résilience participe de notre résilience. Donc c'est un message fort qui est envoyé aux terroristes. Et ça a été très bien perçu par la population. En France, on ne se rend pas compte, mais à la fin des années 90, vous aviez des manifestations dans les rues d'Espagne de 2, 3, 4 millions de gens, d'Espagnols, qui descendaient dans les rues en disant « basta, quoi, stop ». Donc vous voyez, il y a eu quand même une mobilisation de la société civile. En France, on a connu ça une fois, c'est le 11 janvier. Voilà, c'est le seul mouvement. Il y a eu bien sûr des petites mobilisations, mais je trouve qu'au niveau collectif, si vous voulez, à un niveau vraiment républicain, où on se dit là, on transcende d'une certaine façon les différences, on n'est pas d'accord sur tout, on peut avoir des sensibilités différentes, mais là, on se retrouve sur les fondamentaux. Et ça, c'est le 11 janvier 2015 qu'on a vécu ça. Et j'aurais bien aimé qu'on continue à le vivre après. Malheureusement, ça s'est un petit peu étiolé. Il y a une question. Oui. On peut revenir au film un peu parce que là je trouve qu'on a même débordé. Non, déborde pas, je pense qu'on est dans le sujet. Après, ça vous intéresse peut-être pas, hein, mais... Allez-y. Ouais, j'ai le droit de parler parce que Oui, je vous en prie. On vous écoute. Depuis tout à l'heure. On vous écoute. Donc, le sujet c'est quand même les repentis. On ne peut pas aborder le sujet justement à la fois de cet homme qui se repentit, de cette femme qui pas pardonne mais accepte de voir un peu la position des gens, ce qu'on pense après un film comme ça. Est-ce qu'on comprend la personne qui se repentit? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on accepterait, si on était à la place de cette dame, son mari qui a été assassiné? On peut faire une comparaison. Prenez la Corse, prenez Erignac et Colonna. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ah bah, on va sur Hitler, on peut très bien aussi faire un parallèle. Je pense qu'on peut évoquer quand même le problème de ce besoin de cet homme qui a besoin de pardon quelque part, d'être écouté, et de cette femme, pourquoi elle accepte de rencontrer cette personne qui a brisé sa vie quelque part, la sienne, celle de ses enfants, et toute une famille, au-delà de tous les morts qu'il y a eu par rapport à l'ETA. Le film, c'est ça. Tout à fait. Alors, par rapport à votre question, en fait, si vous voulez, quand vous êtes touché dans votre chair, ou ça peut être aussi un proche, enfin bref, par le terrorisme, si vous voulez, il n'y a pas d'injonction qui stipulerait qu'une victime n'a pas le droit d'accorder son pardon à un terroriste, ou qu'une victime, si elle ne le fait pas, succomberait, vous voyez, du côté de la haine. C'est-à-dire que j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été touchées par le terrorisme. Il y a certaines personnes qui, spontanément, dans leur culture, dans l'héritage, je dirais, personnel qui est le leur, ont besoin de pardonner. C'est une démarche personnelle, intime. Beaucoup de gens vont dire non, moi je ne peux pas pardonner. C'est comme ça, mais c'est pas pour ça qu'elles sont non plus dans la haine. Et parfois, malheureusement, il y a effectivement des victimes qui succombent à ce qu'on appelle la victimisation et qui, en fait, s'enferment dans ce complexe-là. Je trouve, enfin, sur celles que j'ai rencontrées, c'est minoritaire, mais ça existe aussi. Donc, il n'y a pas d'injonction. J'ai envie de vous dire que ce soit vous ou moi, en fait, vous ne pouvez pas savoir à l'avance, si vous voulez, comment vous allez réagir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous prépare à victime du terrorisme, en fait. Il n'y a pas un cursus à la fac, on va vous apprendre ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Le jour où ça vous tombe dessus, c'est une expérience intime et personnelle, intérieure, c'est évidemment un déchirement, c'est évidemment un traumatisme. C'est vous qui, avec vos ressources, peut-être aussi avec
votre entourage, avec votre expérience de vie, avec votre bagage culturel, pourquoi pas spirituel éventuellement. Vous voyez, c'est toutes les ressources que vous allez mobiliser pour tout simplement essayer de vous reconstruire. Donc moi là-dessus, j'ai aucun jugement à donner à qui que ce soit. Il y a des victimes qui pardonnent, ça les regarde, des victimes qui disent « moi je peux pas pardonner, mais je veux comprendre quand même ». Vous voyez, c'est chacun qui doit de toute façon être acteur de sa reconstruction. C'est ça qu'il faut retenir. Et le film le montre bien d'ailleurs. Et elle le dit bien, elle dit « mais je le fais pour moi ». Vous vous rappelez de cette phrase? Oui, oui. Elle ne dit pas « ah, je le fais parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je le fais parce que je veux aider tout le monde ». Elle dit « je le fais pour moi ». Donc elle résume très bien. Elle pardonne, elle écoute. Voilà, exactement. Neutre quelque part, je pense que ça lui fait du bien à elle aussi, quelque part, de pouvoir écouter les motivations de cette personne. Et vous avez raison. Surtout, excusez-moi, je termine juste, c'est important ce que madame vient de dire. Oui, oui, à aucun moment elle dit « je vous pardonne ». Lui demande pardon, donc lui c'est clair, il demande pardon. Elle l'amène effectivement, donc on va dire qu'elle reçoit sa demande de pardon, elle a certainement de l'empathie, on voit qu'il y a une émotion qui passe, mais elle ne dit pas « je te pardonne mon fils ». On n'est pas effectivement dans cette émotion. Ça le laisse vivre avec ça. Et voilà. Tout à fait. Oui, Mais bon, surtout, aussi quand même, parce que pour surtout, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'elle avait besoin d'expliquer le positionnement de son mari, qui, bien sûr, c'est toujours injuste, qui avait été tué injustement et tout, mais qui en plus avait vraiment des, je n'irai pas jusqu'à dire sympathie vis-à-vis de l'ETA, mais qui avait fait partie de l'ETA au départ, qui ne voulait pas continuer dans ce contexte, avait demandé à partir en Jordanie, etc. Tout ça, ça l'étouffait, elle avait besoin de le sortir, de dire vous avez tué quelqu'un qui était comme ci, comme ça. Donc ça, oui, ça ressortait vraiment de tout ce qu'elle a raconté sur les liens de sa fille et de son père, sur son mari lui-même, enfin, elle étouffait sur tout ce qu'elle savait. Après, c'est vrai que le film est assez particulier parce qu'il va vraiment aussi du côté du terroriste, ce qui n'arrive pas souvent, on ne s'appuie pas que sur la victime. Et je pense que vous l'avez peut-être aussi ressenti en le visionnant, c'est le fait de rentrer dans sa vie privée en voyant sa mère et toute l'émotion qu'il y a avec. Et c'est pour ça qu'on en ressort forcément chamboulé. Enfin, moi aussi, quand j'ai vu le film pour la première fois, je ne savais pas si je me positionnais du côté du terroriste ou de la victime. Donc je pense que c'est un aspect important aussi de tout ça. Il est passé quand au FIF? En mars 2022, en avant-première. Et il est sorti en septembre, là, en salle. Mais c'est surtout ce qui me frappe dans le film, c'est que on voit pas la revendication, pourquoi ils font des attentats, on ne sait pas. On ne sait pas, à un moment donné, ils parlent du Nicaragua, ils parlent de la Palestine, mais c'est d'autres sujets, d'autres... Là, on comprend quel est le combat, mais là, on ne sait pas pourquoi c'est pas expliqué dans le film. En gros, ils se battent pour des valeurs sociales, parce que le théâtre, voilà, nous on entend parler... Voilà, ça nous frappe à... Voilà, mais à aucun moment il est montré, si je ne connais pas le théâtre, ben, je ne sais pas pourquoi ils ont à un moment donné tué ce monsieur. C'est vrai que c'est pas précisé. Et si on ne connaît pas le théâtre, on ne sait pas... Oui, et puis en plus de ça, il fait référence à son parcours personnel, mais il ne mentionne pas le fait que, si vous voulez, dans les années 70, vous avez aussi toute une théorisation de ce que les groupes subversifs appelaient la guérilla urbaine, notamment avec l'expérience des Montaneros en Uruguay, qui est donc avec un petit manuel que tous les groupes en fait lisaient. Et il faut savoir que TA, dans les années 70, avait un grand prestige auprès de toutes ces organisations terroristes. Vous parliez de l'IRA, pour parler des Italiens. Il y avait des échanges entre les responsables opérationnels de ces organisations-là, en Europe, qui se discutaient, qui échangeaient, un peu, vous voyez, comme des experts qui se rencontrent. Ah, c'est pas mal ce que tu fais, ah oui, c'est intéressant. Et ETA avait notamment bâti sa réputation sur sa maîtrise des explosifs et sa grande capacité opérationnelle avec les explosifs. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'un groupe comme les Brigades Rouges, qui n'était pas du tout dans ce truc d'explosifs. Mais tous ces groupes-là se rencontraient, l'IRA aussi, donc c'est trafic d'armes, vous voyez, on se rend des services. Donc ce qui est intéressant, c'est que ETA était aussi un peu dans cette dynamique-là, même si c'est un terrorisme qui vise donc l'État espagnol, donc c'est un terrorisme, je dirais, intérieur. Il y avait aussi quand même, à l'époque, ce climat un peu de toutes ces organisations, en tout cas en Europe de l'Ouest, qui, de temps en temps, se rencontraient, suivaient un peu ce qui se passait. Tiens, eux, ils font ça, d'accord, ça peut être intéressant, etc. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu des entraînements
militaire, tactique, entre des membres d'ETA et certains Italiens, par exemple, dans les Pyrénées, mais aussi avec les groupes palestiniens. Donc mais ça, c'est pas... Le film ne peut pas tout dire. Oui. Oui. Mais la question, c'est pas ça, c'est pourquoi ils font tout ça. Alors, ils font tout ça, c'est ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire que, en fait, ETA, si vous voulez, c'est construit autour d'abord d'une certitude, ce que j'ai appelé d'une certaine manière quelque chose qui est transmis culturellement de génération après génération, c'est que ETA, si vous voulez, il le dit à un moment, je veux un État indépendant, c'est ce que dit Nadi, moi je me suis battu pour un État basque indépendant et socialiste. Donc c'est d'inspiration révolutionnaire, je mets des guillemets dans leur esprit, et nationaliste pourquoi? C'est parce que l'idée c'est de faire émerger une nation basque qui soit totalement affranchie, détachée de l'Espagne, puisque en fait, dans l'héritage culturel basque, si vous voulez, pour eux, l'Espagne, c'est une puissance d'occupation de leurs terres. Vous voyez, c'est-à-dire que pour eux, l'État espagnol occupe illégalement leurs terres. C'est comme, vous voyez, une puissance d'occupation. Mais c'est leur représentation. C'est comme ça qu'ils voient les choses. On peut le comprendre quand ils parlent une langue différente, qu'ils ont un passé différent, qu'ils ont eu un État, etc. On peut comprendre qu'ils se sentent colonisés. Ça, c'est un sentiment qu'on peut comprendre. De là à entreprendre ce qu'ils ont fait de violence, etc., c'est une autre affaire. Mais en France aussi, vous aviez des régionalismes, vous aviez aussi des patois, des langues régionales. Si vous voulez, quand l'Espagne est devenue démocratie, l'Espagne n'a pas empêché les Basques d'exister ou d'exprimer leur culture. Oui, c'est vrai que sous Franco, il y avait sous Franco, oui. Sous Franco, complètement. Il nous reste un tout petit peu de temps. Vous avez d'autres questions ou réflexions sur le film? Est-ce qu'il est mort, le Théa? Il n'y en a plus de ces traces-là? Non, ils sont pas morts. Non. Abolis ou ils vont recommencer? Non, l'organisation, c'est fini. Sur un plan opérationnel, c'est fini. Le problème, c'est L'organisation s'est qu'il y dissoute. a une partie du peuple espagnol et basque, qui était pour le théâtre aussi, et qui ont toujours ce mode de pensée. Oui, alors les idées, par contre, peuvent effectivement perdurer. Je ne suis pas sûr que les idées aient complètement disparu. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, les anciens États-Rats ou les proches des États-Rats, leur mobilisation, leur combat, on va dire ça comme ça, c'est d'obtenir des aménagements pour les détenus. C'est d'essayer d'obtenir tout ce qu'ils peuvent pour les conditions de vie en détention. Leur combat, c'est ça. Mais l'organisation s'est dissoute en tant qu'organisation militaire, si vous voulez. D'ailleurs, par rapport à cette information, on a dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de repentis, entre guillemets, en réalité. Donc, est-ce que vous savez comment le mécanisme d'annoncer officiellement on l'abandonne, on dépose des armes, etc. Parce que j'imagine qu'à l'intérieur, c'était pas évident d'arriver à cet aboutissement-là. Alors, c'est ce que je vous expliquais. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord le fait que sur le plan militaire, l'organisation était très affaiblie, déjà. Donc, elle n'avait plus les capacités, si vous voulez, opérationnelles, militaires, donc qu'elle avait quelques années auparavant. Aussi parce que les meilleurs chefs d'ETA, si j'ose dire, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment les cerveaux, si on peut dire, les gens les plus intelligents, les plus structurés, ils ont été arrêtés. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Du coup, il y a tout un tas de gens qui ont succédé, et c'est vrai que la génération d'après était clairement moins performante sur le plan opérationnel, sur le plan politique, sur le plan stratégique. Donc ça a joué aussi. Donc il n'y a pas eu de véritable combat intérieur entre Si, il y avait des tensions. Et puis souvent il reste des résidus, des gens qui sont... Non, il y avait des tensions. Aeternam ancrés dans des certitudes et qui ne bougent même plus. Quoi. Non, bien sûr. Il y avait aussi des dissensions internes. Et puis, je dirais, ETA, si vous voulez, même dans le jeu politique, nationaliste basque, s'est retrouvé de plus en plus marginalisé. Il y a ça aussi. Et puis, encore une fois, la société civile, de manière globale, a exprimé un rejet massif d'ETA. Vous voyez, c'est un ensemble de facteurs, si vous voulez. C'est une évolution qui a fait que petit à petit, ETA a compris que de toute façon, elle ne parviendrait jamais à mettre en échec l'État espagnol, qu'elle avait perdu, ou qu'elle était en train de perdre sa base de soutien dans la population, et que, en fait, le peu de ressources qui lui restaient, il valait mieux les consacrer tout simplement à ceux qui étaient prisonniers pour essayer d'obtenir quelque chose, donner de l'argent, vous voyez, aider des familles. Quelque part, c'est reconnaître officiellement sa défaite, quoi. Sur un plan militaire, oui, c'est certain. C'est certain.
mais tout en Même aménageant... sur le plan idéologique, du coup, puisque tout s'effondre. Quoi. Pas forcément, là c'est encore autre chose, vous voyez. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore dans les esprits de bien des gens certaines aspirations à ça, mais je veux dire, c'est entré dans l'histoire, cette séquence-là. Oui, et puis vous savez, même chez les terroristes italiens, vous avez la posture du perdant magnifique. C'est-à-dire que, ok, je reconnais que ce que j'ai fait, j'ai perdu. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à mettre en échec l'État, je n'ai pas réussi à transformer la société selon ma vision, donc j'ai perdu, mais si je me remets dans le contexte de l'époque, j'ai quand même eu raison sur le fond de tenter ce que j'ai voulu faire. Hein. Donc c'est la posture du perdant magnifique. Plein d'anciens brigadistes, plein d'anciens terroristes sont un peu dans cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que certes, ils se dissocient de la lutte armée. D'ailleurs, le statut de dissociation là n'est pas expliqué parce que c'est quelque chose qui a été créé par la justice italienne. En gros, là, ce qu'on voit, c'est très marginal, sincèrement, très très marginal. Et d'ailleurs, vous voyez le directeur de la prison, à un moment donné, il dit à Ebon, bon là, on ne va pas pouvoir continuer les rencontres, ça se fait en dehors de la prison. Donc on voit bien que c'est une initiative, si vous voulez, peut-être propre aussi à la politique de l'établissement. Il faut souvent une impulsion locale pour essayer de faire quelque chose. Dans le cas italien, les terroristes qui ont été jugés avaient 3 possibilités. Bon, il y a ceux qui collaboraient directement avec la justice, voilà, clairement, je balance les copains, bam 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 bam, je déballe tout, j'arrête, etc. Bon. Et vous avez ceux qui n'étaient pas forcément contraints de collaborer activement avec la justice, mais par contre, qui acceptaient de se dissocier de la lutte armée. C'est-à-dire, en gros, moi, je ne collabore pas avec vous, mais je prends acte, je fais le serment de me dissocier officiellement de la lutte armée. Voilà. Donc ça veut dire que ça donne, si vous voulez, une porte de sortie à tous ceux qui n'ont pas envie de collaborer avec la justice et qui, en même temps, dont on sait qu'ils vont arrêter le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ne représenteront plus un danger pour la société. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. Merci. Merci à vous.